Je m'appelle Thomas Mercier. J'ai 34 ans et je raconte cette histoire parce que je ne peux plus garder ça pour moi. Ça fait 3 mois maintenant. 3 mois que je n'arrive plus à dormir sans laisser toutes les lumières allumées. 3 mois que je sursaute au moindre bruit dans la cage d'escalier de mon immeuble à Grenoble. Les flics m'ont dit que j'avais eu de la chance, que j'aurais dû mourir là-haut. Mais la chance, c'est un mot qui ne veut plus rien dire pour moi. Tout a commencé un jeudi matin de septembre. J'avais pris 3 jours de congé pour faire une randonnée en solitaire dans le massif de la Vanoise. Je suis prof de SVT au lycée et septembre, c'est toujours une période chargée. Mais cette année-là, j'avais besoin de m'évader. Ma copine venait de me quitter, mon père était malade et j'avais cette sensation d'étouffer dans ma vie. La montagne, ça avait toujours été mon refuge. J'avais tout préparé méticuleusement. Carte IGN au IN 5000, GPS de randonnée, provisions achetées au Carrefour Market près de chez moi, tente de saison, duvet. Mon plan était simple. Partir du parking de Pralognan-la-Vanoise, monter jusqu'au refuge du col de la Vanoise le premier jour, bivouaquer près du lac le deuxième, puis redescendre par le GR 55. 3 jours, 40 km, du dénivelé, de l'air pur. Exactement ce qu'il me fallait. Le jeudi matin, j'ai roulé pendant 2 heures sur l'autoroute A43, puis j'ai pris les routes départementales qui serpentent dans la vallée de la Tarentaise. Il faisait un temps magnifique, ce genre de journée de fin d'été où le ciel est d'un bleu profond et où l'air commence à avoir cette fraîcheur qui annonce l'automne. J'ai garé ma Clio sur le parking de Pralognan vers 10 heures. Il y avait une dizaine d'autres voitures, ce qui n'était pas surprenant pour un jeudi en septembre. La saison touristique touchait à sa fin. J'ai chargé mon sac à dos, vérifié que j'avais bien tout, et j'ai commencé à monter. Le sentier était bien balisé, comme toujours dans ce secteur. Les premières heures ont été paisibles. Je croisais de temps en temps d'autres randonneurs qui descendaient, des familles avec des enfants, des couples d'Allemands avec leur équipement haut de gamme. On se saluait d'un signe de tête ou d'un bonjour rapide. Vers 13 heures, j'ai fait une pause pour déjeuner près d'un torrent. J'ai mangé mon sandwich jambon-beurre acheté à la boulangerie de Pralognan, bu de l'eau fraîche du ruisseau après l'avoir filtrée. Le paysage était somptueux. Les mélèzes commençaient à jaunir. Les sommets enneigés brillaient au loin. J'ai pensé que j'avais bien fait de venir, que ça allait me faire du bien. C'est en reprenant ma marche que j'ai commencé à avoir cette sensation bizarre. Une impression d'être observé. Je me suis retourné plusieurs fois, mais il n'y avait personne derrière moi. Le sentier était désert. Je me suis dit que c'était mon imagination, le stress des dernières semaines qui me jouait des tours. J'ai atteint le refuge du col de la Vanoise vers 16h30. C'est un bâtiment en pierre assez rustique, situé à 2517 mètres d'altitude. Il peut accueillir une 50aine de personnes. En septembre, hors saison, il n'y a généralement pas grand monde. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait que 3 autres personnes. Le gardien, un homme d'une 60aine d'années, avec une barbe grise, et 2 types assis à une table en terrasse. Ces 2-là m'ont tout de suite mis mal à l'aise. C'étaient des hommes d'une 40aine d'années, costauds, avec des têtes patibulaires. Ils portaient des vêtements de randonnée, mais quelque chose clochait. Leurs chaussures étaient neuves, trop propres pour des gens qui marchaient depuis plusieurs jours, et leur sac à dos avait l'air presque vide. Ils m'ont regardé arriver avec une intensité qui m'a glacé. Pas un sourire, pas un salut. Juste ce regard fixe, évaluateur. Le gardien, lui, semblait nerveux. Il m'a accueilli d'une voix un peu tremblante. « Bonsoir. Vous restez pour la nuit ? Oui, j'aimerais un lit en dortoir, s'il vous plaît. » Il a jeté un coup d'œil vers les 2 hommes, puis m'a fait signe de le suivre à l'intérieur.
Le refuge sentait le bois et la soupe aux légumes. Il y avait une grande salle commune avec une cheminée, des tables en bois massif et plusieurs portes menant au dortoir. « Écoutez » m'a-t-il murmuré une fois que nous étions seuls dans le couloir. « Je ne sais pas ce que ces types font là, mais ils me foutent la trouille. Ils sont arrivés ce matin, ils ont payé en liquide, et depuis, ils ne font rien. Ils restent assis dehors, à regarder le sentier. Vous avez appelé la gendarmerie ? Il a secoué la tête. Il n'y a pas de réseau ici, et le téléphone satellite du refuge est cassé depuis 2 semaines. J'attends qu'on me livre la pièce de rechange. Mon estomac s'est noué. Écoutez, si vous pensez qu'il y a un problème, je peux repartir. Je camperai plus bas. Non. Sa réaction m'a surpris. Non, restez. J'aime mieux pas être seul avec eux cette nuit. S'il vous plaît. J'ai accepté, même si tout en moi me criait de partir. J'ai posé mes affaires dans le dortoir, un espace spartiate avec 6 lits superposés. J'étais seul dans la pièce. Quand je suis redescendu dans la salle commune, les 2 hommes étaient entrés. Ils s'étaient installés à une table et me fixaient. Le gardien était au fourneau, préparant le dîner. « Bonsoir », j'ai dit poliment. Aucune réponse. Juste ce regard. J'ai senti ma bouche devenir sèche. L'un d'eux, le plus grand, avec un crâne rasé et une cicatrice sur la joue, a finalement parlé. « T'as croisé d'autres randonneurs en montant ?» Sa question m'a pris au dépourvu. « Oui, ce matin. Des familles, des couples. Pourquoi ? Personne cet après-midi ? Non, personne. » Ils ont échangé un regard. Le deuxième, plus trapu, avec des petits yeux noirs, a souri. Mais ce n'était pas un sourire rassurant. Le dîner a été l'un des moments les plus tendus de ma vie. Nous étions 4 autour de la table, mangeant en silence la soupe et les pâtes préparées par le gardien. Les 2 hommes ne nous quittaient pas des yeux. À un moment, le gardien a renversé son verre d'eau, tellement ses mains tremblaient. « Vous êtes d'où » a demandé le type au crâne rasé. « Grenoble », j'ai répondu. « Et vous » ? « Lyon. On est venu faire un peu de montagne. » C'était un mensonge évident. Tout chez eux criait qu'ils n'étaient pas des randonneurs. Leurs mains n'avaient pas les cales de ceux qui marchent régulièrement. Leurs vêtements techniques avaient encore les plis du magasin. Après le dîner, je suis monté dans le dortoir, prétextant la fatigue. En réalité, j'avais besoin de m'éloigner d'eux. J'ai fermé la porte, mais il n'y avait pas de verrou. Mon cœur battait la chamade. J'ai essayé d'allumer mon téléphone pour vérifier le réseau. Rien. Pas une seule barre. J'étais complètement isolé. Vers 22 heures, j'ai entendu des voix en bas. Les 2 hommes parlaient avec le gardien. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton était menaçant. Puis, j'ai entendu un cri étouffé. Je suis sorti discrètement du dortoir et j'ai descendu les escaliers sans bruit. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le gardien était ligoté sur une chaise avec de la corde. Il avait un œil au beurre noir et du sang coulait de sa lèvre fendue. Les 2 hommes fouillaient méthodiquement le refuge. « Où est le fric ?» disait le crâne rasé. « On sait que les refuges gardent de la thune pour les réservations. » Le gardien sanglotait. « Je vous l'ai dit, tout est dans la caisse. Il n'y a que 300 €. C'est la fin de saison. »« 300 €? Tu te fous de notre gueule ?» J'ai compris à ce moment-là. Ce n'étaient pas des randonneurs. C'étaient des braqueurs, probablement des criminels en fuite qui utilisaient le refuge isolé comme planque temporaire. Je suis remonté sans faire de bruit, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. Je devais partir. Maintenant. Il fallait que je descende chercher de l'aide. J'ai rassemblé mes affaires en vitesse, enfilé mes chaussures de marche, pris ma frontale. Mon plan était de sortir par la fenêtre du dortoir qui donnait sur l'arrière du refuge, puis de filer dans la nuit. Mais quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. « Va vérifier que le prof dort »,
a dit une voix. On ne peut pas se permettre de témoins. Panique totale. J'ai sauté par la fenêtre, atterrissant sur le sol rocailleux 2 mètres plus bas. La douleur a explosé dans ma cheville, mais l'adrénaline m'a permis de me relever. J'ai couru, ma frontale éclairant maladroitement le terrain devant moi. Putain, il se tire. Le cri derrière moi. Chope-le. J'ai couru comme jamais dans ma vie. Le sentier était à peine visible dans la nuit, juste des cairns et des marques de peinture sur les rochers. Ma cheville me faisait un mal de chien, mais je n'osais pas m'arrêter. Derrière moi, j'entendais leurs lampes torches balayer la montagne, leurs voix qui criaient. Le problème, c'est que je descendais à l'aveugle. Je connaissais vaguement le chemin, mais dans le noir, tout était différent. J'ai failli tomber une dizaine de fois sur les pierres glissantes. Après ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'était probablement que 20 minutes, j'ai quitté le sentier principal. Je me suis enfoncé dans les éboulis, trouvant une crevasse entre 2 rochers où je pouvais me cacher. J'ai éteint ma lampe et j'ai attendu, retenant ma respiration. Les faisceaux de leurs torches ont balayé la zone pendant longtemps, trop longtemps. Ils criaient des menaces. « On te retrouvera, connard. Tu peux pas descendre dans le noir, tu vas te tuer. » Ils avaient raison. Descendre de nuit dans ce terrain accidenté était quasi suicidaire. Mais rester là-haut avec eux l'était encore plus. J'ai attendu 2 heures, grelottant dans ma cachette. La température était tombée à environ 2 ou 3 degrés. Je n'avais pas pris mon duvet, juste une polaire. Finalement, vers 1 heure du matin, les voix se sont éloignées. Ils étaient retournés au refuge. J'ai repris ma descente, très lentement cette fois. Ma cheville était enflée, chaque pas était une torture. J'avançais mètre par mètre, m'agrippant au rocher, vérifiant chaque prise. La lune donnait un peu de lumière, juste assez pour distinguer les formes. À 4 heures du matin, tremblant de froid et d'épuisement, j'ai atteint la limite des arbres. J'étais encore loin du parking, mais au moins, j'avais une certaine couverture. Je me suis effondré contre un mélèze et j'ai pleuré. Au lever du jour, j'ai continué. Ma cheville était violet foncé, probablement une entorse sévère. Je descendais en boitant, m'appuyant sur un bâton de fortune. C'est vers 8 heures que j'ai enfin croisé d'autres randonneurs qui montaient, un couple de retraités. Ils ont été horrifiés par mon état. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» « Appelez les secours, » j'ai dit. « Le gardien du refuge, il est en danger. Il y a 2 hommes. Dangereux. » L'homme a sorti son téléphone. Miracle, nous étions assez bas pour avoir du réseau. Il a composé le 17. Les gendarmes sont arrivés 2 heures plus tard avec les pompiers et le PGHM. Ils m'ont évacué en hélicoptère. Ma cheville était cassée, pas juste foulée. J'avais des engelures aux mains, mais j'étais vivant. Le gardien aussi. Les 2 types l'avaient laissé ligoter et étaient partis à l'aube, emportant le peu d'argent du refuge et du matériel. Ils ont été arrêtés 3 jours plus tard, près de Modane, essayant de passer en Minomizan, Italie. C'étaient des braqueurs recherchés pour plusieurs attaques de stations-service et de petits commerces dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je ne fais plus de randonnée en solitaire. Et quand je repense à cette nuit où j'ai descendu la montagne dans le noir, poursuivi par 2 criminels, je réalise à quel point la frontière entre une sortie tranquille et un cauchemar peut être fine. Quelques semaines après les faits, j'ai reçu une carte postale. Pas d'adresse d'expéditeur, juste un timbre de Grenoble. À l'intérieur, une photo du refuge du col de la Vanoise. Et au dos, écrit d'une main tremblante. « Merci. Sans vous, je ne m'en serais pas sorti. Maurice. » Maurice, le gardien. Il a pris sa retraite anticipée après cet incident. Le refuge a fermé pour le reste de la saison. Moi,
Je continue à enseigner. Mais parfois, quand la nuit tombe et que je suis seul chez moi, je revois ces deux silhouettes dans le refuge, leurs regards froids, leurs mains qui fouillaient méthodiquement. Et je me souviens de cette course folle dans la montagne, du froid mordant, de la peur pure qui me poussait à avancer malgré la douleur. On dit que la montagne est dangereuse à cause du terrain, de la météo, des avalanches. Personne ne vous prévient que parfois, le plus grand danger, ce sont les autres humains. Histoire 2. Je m'appelle Céline Darmon, j'ai 42 ans et je suis photographe nature depuis 15 ans. Je raconte cette histoire parce que mon psychiatre me l'a conseillé. Il dit que mettre des mots sur ce qui s'est passé m'aidera à tourner la page. Je ne sais pas si ça marchera, mais il faut que j'essaie, parce que depuis 6 mois, je ne peux plus toucher mon appareil photo. Je ne peux plus mettre les pieds dans une forêt. Et chaque fois que je vois une silhouette floue dans mon champ de vision, mon cœur s'emballe. Tout a commencé en mars dernier. J'avais accepté une commande pour un livre sur les forêts landaises, ces immenses étendues de pins maritimes qui couvrent le sud-ouest de la France. Un éditeur bordelais voulait un ouvrage artistique sur la diversité écologique des Landes de Gascogne. Le projet me plaisait. J'allais passer 3 semaines à photographier la faune et la flore, en totale immersion. J'avais loué un petit gîte près de Sabre, en pleine forêt. Une maison isolée au bout d'une piste forestière, à 3 kilomètres du village le plus proche. Parfait pour mon travail. J'aime la solitude quand je photographie. Ça me permet de me concentrer, d'observer les animaux sans les déranger. Le gîte appartenait à un couple de retraités qui vivaient à Biscarrosse. Monsieur Dufaux m'a remis les clés un dimanche soir, début mars. « Vous serez tranquille », m'a-t-il dit avec un sourire. Il n'y a personne dans le coin à cette période. Les chasseurs sont partis, les touristes pas encore arrivés, c'est que vous et les sangliers. Il m'a expliqué le fonctionnement du chauffage au bois, m'a montré où était le compteur électrique et m'a donné son numéro en cas de problème. Puis, il est reparti dans sa Renault Kangoo, me laissant seul. La première semaine s'est déroulée à merveille. Je me levais à l'aube, je préparais mon café dans la petite cuisine, je chargeais mon matériel et je partais explorer les environs. La forêt landaise est fascinante. Des rangées infinies de pins droits comme des piquets, des sous-bois tapissés de fougères, des étangs sombres où nichent les hérons. J'ai photographié des chevreuils, des écureuils, des buses variables, des champignons extraordinaires. Le soir, je rentrais au gîte. Je transférais mes photos sur mon ordinateur portable. Je les triais. Je notais mes observations dans un carnet. Puis, je me préparais un repas simple avec les provisions achetées à l'Intermarché de Sabre et je me couchais tôt. C'est le 8e jour que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je triais les photos du jour sur mon écran. Des clichés pris près d'un étang à environ 2 kilomètres du gîte. Des images de l'eau, des reflets, des roseaux. Sur l'une des photos, en arrière-plan, entre les troncs des pins, j'ai aperçu une forme floue, un mouvement capturé par hasard. J'ai zoomé sur l'image. C'était difficile à distinguer à cause du bouger et de la profondeur de champ. Mais on aurait dit une silhouette humaine. Quelqu'un debout entre les arbres, à une 50aine de mètres de moi. J'ai froncé les sourcils. Je ne me souvenais pas avoir vu quelqu'un ce jour-là. Mais bon, c'était possible. Un promeneur, un forestier, rien d'inquiétant. Le lendemain, j'ai exploré un autre secteur, plus au nord, suivant un ancien chemin de gémage envahi par la végétation. J'ai photographié des traces de sangliers dans la boue, des mousses sur les écorces, des toiles d'araignées couvertes de rosée. En rentrant le soir, j'ai à nouveau remarqué quelque chose sur mes photos. Sur 3 clichés différents, pris à des moments différents de la journée, on voyait la même chose. Une forme sombre, floue, toujours en arrière-plan, toujours entre les arbres.
toujours à peu près à la même distance. Cette fois, mon estomac s'est un peu noué. C'était bizarre. Je n'avais croisé absolument personne pendant ma sortie. La forêt avait été déserte. J'ai examiné les métadonnées des photos. Elles avaient été prises à 9h47, 11h23 et 14h15. 3 moments différents. À chaque fois, cette silhouette. J'ai essayé de me raisonner. C'était sûrement des ombres, des jeux de lumière, des troncs d'arbres qui créaient des illusions d'optique. Mon cerveau cherchait des patterns, c'est tout. Mais le doute était planté. Les jours suivants, j'ai continué mon travail en essayant de ne pas y penser. Mais j'étais devenue plus attentive à mon environnement. Je regardais autour de moi plus souvent. J'écoutais. La forêt landaise a un silence particulier. Ce n'est pas un silence total. Il y a le bruissement du vent dans les pins, le craquement des branches, les chants d'oiseaux. Mais c'est un silence profond, absorbant. Le sol couvert d'aiguilles de pin étouffe les pas. On peut marcher sans faire presque aucun bruit. C'est cette caractéristique qui a commencé à me perturber. Parce que si je ne faisais aucun bruit en marchant, quelqu'un d'autre non plus. Le 12e jour, j'ai pris une série de photos près d'une clairière où j'avais repéré un terrier de blaireau. Je voulais capturer l'animal au crépuscule. Je me suis installé derrière un tronc couché, immobile, mon téléobjectif pointé vers le terrier. J'ai attendu 1 heure. Le soleil déclinait, projetant des ombres longues entre les arbres. Les moustiques commençaient à sortir. Et puis, soudain, j'ai eu cette sensation. Vous savez, ce frisson sur la nuque, cette certitude primitive qu'on n'est pas seul. Je me suis retourné lentement. Il n'y avait personne, juste les pins, les fougères, les ombres qui s'allongeaient. Mais je le sentais. Quelqu'un m'observait. J'ai rangé mon matériel précipitamment et je suis rentré au gîte. En marchant vite, presque en courant sur la piste forestière, mon cœur battait fort. Je ne cessais de me retourner, scrutant les arbres derrière moi. De retour au gîte, j'ai verrouillé la porte, tiré les rideaux. J'ai allumé toutes les lumières. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé les photos de la journée. Mon sang s'est glacé. Sur les premières photos, celles prises quand je m'installais près du terrier, on voyait clairement, beaucoup plus net cette fois, une silhouette. Un homme. Grand, massif, avec une veste sombre et une casquette. Il se tenait entre 2 pins, à environ 30 mètres de ma position, et il me regardait. Sur les photos suivantes, prises 10 minutes plus tard, il s'était rapproché. 20 mètres, puis 15. Sur la dernière photo avant que je range mon matériel, il n'était plus qu'à une dizaine de mètres. On distinguait son visage. Un homme d'une 50aine d'années, mal rasé, avec des yeux sombres et une expression vide, neutre. Mais il me fixait directement. J'ai vomi dans l'évier de la cuisine. Quelqu'un me suivait. Depuis des jours, me photographiant pendant que je photographiais la nature, se rapprochant progressivement. J'ai attrapé mon téléphone portable. Pas de réseau. Il n'y en avait jamais dans le gîte. Il fallait aller jusqu'au village pour capter. J'ai hésité. Partir maintenant, en pleine nuit, sur cette piste forestière de 3 kilomètres, ou rester ici, barricadé. J'ai choisi de rester. J'ai poussé un meuble contre la porte d'entrée. J'ai vérifié toutes les fenêtres. Le gîte était petit, facile à surveiller. Une pièce principale avec coin cuisine, une chambre, une salle de bain. J'ai pris le plus grand couteau de cuisine et je me suis assise sur le canapé. Tous les sens en alerte. La nuit a été interminable. Chaque craquement, chaque souffle de vent me faisait sursauter. Vers 3 heures du matin, j'ai cru entendre des pas sur le gravier devant la maison. J'ai éteint les lumières, mon cœur battant à tout rompre. J'ai regardé par la fenêtre, écartant très légèrement le rideau.
Il y avait une forme près de ma voiture. Une silhouette sombre qui bougeait. J'ai failli hurler, mais je me suis mordu le poing. La silhouette est restée là plusieurs minutes, immobile. Puis, elle s'est éloignée, disparaissant dans la forêt. Au lever du jour, j'ai inspecté l'extérieur. Il y avait des traces de pas dans le gravier, des empreintes de chaussures de randonnée, pointure 44 ou 45. Elle faisait le tour de la maison, s'approchait de chaque fenêtre, comme si quelqu'un avait inspecté les lieux. Sur le capot de ma Peugeot 3008, un message tracé du doigt dans la poussière. Joli. J'ai immédiatement fait mes bagages. Je me fichais du contrat, de la commande. Je devais partir. Maintenant. Mais quand j'ai voulu démarrer la voiture, rien. Le moteur tournait dans le vide, puis s'arrêtait. J'ai ouvert le capot. Je n'y connais rien en mécanique, mais même moi, j'ai pu voir que quelque chose n'allait pas. Des câbles sectionnés. La panique totale. J'étais coincé ici, à 3 kilomètres de toute civilisation, avec un cinglé qui rôdait dans les environs. J'ai pris mon sac à dos, mon téléphone, et j'ai commencé à marcher vers Sabre. La piste forestière était droite, bordée de pins de chaque côté. Un couloir interminable. Chaque arbre pouvait cacher quelqu'un. J'avançais vite, presque en courant malgré le poids de mon sac. Je ne cessais de regarder derrière moi. La route semblait s'étirer à l'infini. Après 20 minutes de marche, j'ai entendu un bruit de moteur. Un véhicule approchait derrière moi. J'ai senti un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement parce que ça pouvait être quelqu'un qui pourrait m'aider. Terreur parce que, et si c'était lui? C'était une camionnette Citroën Berlingo blanche, avec le logo d'une entreprise forestière. Un homme d'une trentaine d'années au volant. Il s'est arrêté à ma hauteur, a baissé la vitre. « Ça va? Vous avez un problème ?» J'ai explosé en sanglots. Tout est sorti d'un coup. Le type dans la forêt, les photos, ma voiture sabotée. L'homme a pâli. Montez. On va direct à la gendarmerie de la Bouère. La gendarmerie. J'ai raconté toute l'histoire au brigadier-chef Mercier, un homme d'une 50aine d'années, patient et méthodique. Je lui ai montré les photos sur mon ordinateur. Il est devenu grave. « On connaît ce type », a-t-il dit en désignant l'homme sur mes photos. Laurent Granier. Il vit dans une cabane de forestier abandonnée, dans le secteur de Sabre. Il a des antécédents, harcèlement, agression sexuelle. Il y a 10 ans, il a fait 5 ans de prison. Depuis sa sortie, il se tient à carreau. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Mon estomac s'est retourné. Agression sexuelle. Le brigadier a appelé des renforts. Dans l'heure qui a suivi, 4 gendarmes sont partis vers le secteur où je logeais. Ils m'ont demandé de rester à la gendarmerie en attendant. J'ai attendu 3 heures, buvant du café infect dans des gobelets en plastique, tremblant de tous mes membres. Quand les gendarmes sont revenus, leur expression était sombre. « On a trouvé sa cabane », a dit le brigadier-chef. « Vous devriez voir ça. » Ils m'ont montré des photos prises lors de la perquisition, des murs couverts de photographies. Mes photographies, mais pas celles de la nature. Des centaines de photos de moi, prises à mon insu pendant que je travaillais. Moi accroupi près d'un étang. Moi réglant mon appareil. Moi mangeant un sandwich. Des gros plans de mon visage. Des photos prises de très près, la nuit, par la fenêtre du gîte. Moi, dormant. J'ai vomi pour la 2e fois en 2 jours. On l'a pas trouvé, a continué le brigadier. Mais on a lancé un avis de recherche. En attendant, vous ne pouvez pas retourner là-bas. Vous avez quelqu'un chez qui aller? J'ai appelé ma sœur à Bordeaux. Elle est venue me chercher 1 heure plus tard. Laurent Granier a été arrêté 3 jours après, en gare de Dax, essayant de prendre un TER pour Bayonne. Dans son sac,
Les gendarmes ont trouvé un couteau de chasse, une corde, du ruban adhésif et mon agenda personnel qu'il avait volé dans ma voiture. Au tribunal, 6 mois plus tard, son avocat a plaidé la maladie mentale, l'isolement, la solitude qu'il avait rendu obsessionnelle. Le procureur a rappelé ses antécédents, le fait qu'il avait délibérément saboté ma voiture pour me piéger, qu'il avait tout planifié. Il a pris 8 ans. Le juge a dit que c'était une chance que les gendarmes soient intervenus avant qu'ils ne passent à l'acte. Moi, je ne me sens pas chanceuse, parce que maintenant, chaque fois que je vois une forêt, je pense aux centaines d'endroits où quelqu'un peut se cacher. Je pense à toutes ces heures où je travaillais, concentré sur mon objectif, ignorant totalement qu'à quelques mètres, un prédateur m'observait. Mon appareil photo est rangé dans un placard. Je ne l'ai pas ouvert depuis. L'éditeur a compris, a annulé le contrat sans pénalité. Je vis chez ma sœur maintenant. J'ai trouvé un travail de retoucheuse photo en télétravail. Je ne sors presque plus. La nuit, parfois, je rêve de cette piste forestière, des pins alignés comme des barreaux de prison, et d'une silhouette qui se rapproche, mètre après mètre, photo après photo. Le pire, c'est que j'adorais mon métier. J'adorais la solitude de la nature, le silence, la patience qu'exige la photographie animalière. Mais Granier m'a volé ça. Il a transformé ma passion en cauchemar. Les gens me disent que j'ai eu de la chance, que ça aurait pu être pire. Ils ont raison, bien sûr. Mais la chance, c'est un concept relatif quand vous réalisez que pendant des jours, vous avez été la proie dans une chasse dont vous ignoriez tout. Voilà mon histoire. Voilà pourquoi je ne peux plus photographier. Parce que maintenant, je sais que derrière chaque objectif, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui regarde dans l'autre sens. Histoire 3. Je m'appelle Léa Roussel, j'ai 28 ans, et j'écris ces lignes parce que les gendarmes m'ont conseillé de tout documenter. Ils m'ont dit que ça pourrait servir si jamais l'enquête avance. Ça fait 3 semaines maintenant, et je ne sors toujours pas seul de chez moi. Ma mère a dû venir de Lyon pour rester avec moi à Marseille. Elle dort dans mon salon. Je sais qu'elle s'inquiète, mais comment lui expliquer? Comment expliquer à quiconque ce qui s'est passé dans ses gorges? Tout a commencé mi-avril. J'étais prof de SVT dans un collège de Marseille et j'avais une semaine de vacances de printemps. Mon copain Mathieu m'avait largué 3 semaines plus tôt pour une fille de son boulot et j'avais besoin de m'aérer la tête. Une amie m'avait parlé des sentiers de randonnée autour du lac de Sainte-Croix et des gorges du Verdon. L'idée de marcher pendant quelques jours, de camper, de déconnecter, me semblait parfaite. J'ai préparé mon sac le dimanche soir. Tente 2 places, duvet, réchaud, provisions achetées au Lidl de la Valentine. J'avais téléchargé les cartes IGN sur mon téléphone et imprimé un circuit de 3 jours qui longeait les gorges par le sentier Blanc-Martel. Classique mais magnifique, d'après les forums de randonnée. Le lundi matin, j'ai pris ma Peugeot 208 et j'ai roulé vers le nord. L'autoroute A51 d'abord, puis les routes départementales qui serpentaient entre les collines. Le ciel était d'un bleu éclatant. Les champs de lavande n'avaient pas encore fleuri, mais l'odeur de la garrigue emplissait l'habitacle par la fenêtre ouverte. Je me suis arrêté vers midi dans un petit village, Eguines, perché au-dessus du lac. J'ai mangé un sandwich dans un café sur la place, face à la fontaine. Il y avait quelques touristes, un couple d'Allemands avec leur vélo, une famille qui sortait de la boulangerie. Rien de remarquable. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Un homme, seul, assis à une table en terrasse, 2 mètres plus loin. La quarantaine peut-être, crâne rasé, lunettes de soleil, veste kaki. Il buvait un café en feuilletant une carte routière. Il m'a regardé brièvement quand je suis passé devant sa table pour aller payer.
Un regard normal, neutre. Je n'y ai pas pensé à deux fois. J'ai repris la route vers le point de départ du sentier Blanc-Martel, un parking aménagé près du couloir Samson. Il y avait déjà 4 ou 5 voitures garées. J'ai enfilé mes chaussures de rando, vérifié mon sac et je suis parti. Le sentier descendait d'abord en lacets serrés vers le fond des gorges. Les parois calcaires se dressaient de chaque côté, hautes de 300 ou 400 mètres. Le verdon brillait en contrebas, d'un vert turquoise irréel. Le chemin était bien balisé, de larges traits blancs et rouges sur les rochers. J'ai croisé quelques randonneurs dans l'autre sens. Un groupe de retraités qui remontaient, soufflant fort. 2 jeunes avec des sacs énormes qui parlaient anglais. Ils m'ont salué d'un signe de tête. Puis, plus personne. La beauté du lieu était stupéfiante. Les tunnels creusés dans la roche, les passages étroits où il fallait se tenir au câble, les points de vue vertigineux sur la rivière. Je prenais des photos avec mon téléphone. J'envoyais des messages à mes amis. Le réseau était capricieux, mais passait encore. Vers 16 heures, j'ai trouvé un bon emplacement pour camper. Une petite clairière en retrait du sentier, à une 50aine de mètres, protégée par des buissons de buis et quelques chênes verts. L'endroit était plat, avec une vue partielle sur les gorges. Parfait. J'ai monté ma tente, sorti mon matelas gonflable, organisé mes affaires. Le soleil déclinait déjà derrière les falaises. Les ombres s'allongeaient rapidement. La température chutait. J'ai préparé mon dîner sur le réchaud. Des pâtes avec une sauce tomate en sachet. Pas gastronomique, mais chaud et réconfortant. J'étais seul dans ce silence immense. Juste le bruit de l'eau en contrebas et le chant des oiseaux. C'était exactement ce dont j'avais besoin. La nuit est tombée d'un coup, comme toujours en montagne. Je me suis glissé dans mon duvet. J'ai lu un peu à la frontale, puis j'ai éteint. Le sommeil est venu rapidement. Je ne sais pas quelle heure il était quand je me suis réveillé. Il faisait noir complet. Un bruit m'avait sorti du sommeil. Un craquement de branches. Proche. Je suis resté immobile dans mon sac, l'oreille tendue, le cœur battant un peu plus fort. Un animal probablement. Un sanglier. Un blaireau. Ils sortent la nuit. Puis j'ai entendu autre chose. Un froissement de tissu. Des pas. Lents. Qui s'approchait. Il y a quelqu'un ? Ai-je lancé d'une voix pas aussi assurée que je l'aurais voulu. Les pas se sont arrêtés net. Silence total. Je vous ai entendu. Mon ton était plus ferme maintenant. Qui est là ? Rien. Juste le bruit de l'eau en bas. J'ai attendu longtemps, les nerfs tendus, avant de rallumer ma frontale. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente et balayé les alentours avec le faisceau lumineux. Les buissons, les arbres, les rochers. Personne. Rien. Des traces. Dans l'herbe sèche, impossible à dire. J'ai fait le tour du campement. Aucun signe de présence. Je suis retourné dans la tente, mais le sommeil ne revenait plus. J'écoutais chaque bruit, chaque souffle de vent. À l'aube, j'ai fini par m'assoupir 1 heure ou 2. Le mardi matin, j'ai levé le canteau. Le soleil montait derrière les falaises, dorant la pierre blanche. La nuit me semblait déjà lointaine, irréelle. J'avais probablement imaginé, ou effectivement entendu, un animal. J'ai repris le sentier vers l'est. La journée promettait d'être magnifique. Le ciel sans nuages, l'air frais. J'ai marché pendant 3 heures, m'arrêtant régulièrement pour admirer les paysages, prendre des photos, boire de l'eau. Vers 11 heures, je suis arrivé à un belvédère, surplombant une boucle de la rivière. Quelques randonneurs étaient déjà là, assis sur les rochers, pique-niquant. Je les ai salués et je me suis installé un peu à l'écart. C'est là que je l'ai revu. L'homme du café d'Eguine, même veste kaki, même crâne rasé. Il était assis contre un rocher,
50 mètres plus loin, et il me regardait. Nos yeux se sont croisés. Il n'a pas détourné le regard. Il m'a fait un petit signe de tête. Un salut banal. Mais quelque chose dans mon ventre s'est noué. Pourquoi était-il là? Avait-il pris le même sentier que moi? Ce n'était pas impossible, bien sûr. C'est un circuit populaire. Des centaines de gens le font chaque année. Mais la coïncidence me dérangeait. J'ai mangé rapidement mon sandwich, bu un coup, et je suis reparti. Quand j'ai jeté un œil en arrière, il était toujours là, immobile, ses lunettes noires tournées vers moi. L'après-midi, je me suis forcé à ne plus y penser. J'ai marché vite, presque trop. Le sentier remontait par endroits, cassant les jambes. La chaleur était écrasante maintenant. Je transpirais abondamment. Vers 16 heures, j'ai atteint un autre endroit pour camper, conseillé sur mon circuit. Une terrasse naturelle dominant les gorges, avec un point d'eau marqué sur la carte. Une petite source qui coulait d'une fissure dans la roche. Mais quand je suis arrivé, il y avait déjà une tente, plantée exactement où j'avais prévu de m'installer. Une tente kaki, militaire, et à côté, un sac à dos. Le même que celui que portait l'homme. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé autour de moi. Personne en vue. Juste cette tente, fermée, silencieuse. Je suis reparti immédiatement. J'ai continué sur le sentier presque au pas de course, cherchant un autre spot. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Ce n'était plus une coïncidence. Il me suivait. Il avait pris le même chemin. Il avait campé au même endroit que celui marqué sur mon circuit. Mais comment pouvait-il connaître mon itinéraire, à moins que... Mon téléphone. J'avais posté des photos sur Instagram le matin, avec la géolocalisation activée. Une amie m'avait commenté « Superbe, tu fais le blanc martel ?» Et j'avais répondu « Oui, 3 jours de déconnexion. » Mais mon compte était privé. Seuls mes amis pouvaient voir. Sauf si... J'ai sorti mon téléphone. J'ai vérifié ma liste d'abonnés. 342 personnes. Je les connaissais toutes. Vraiment. J'ai parcouru les noms. Des amis du lycée, du collège, de la fac, des collègues, de la famille. Et puis, vers le milieu, un compte. Wanderer Paka. Photo de profil flou, une silhouette contre un coucher de soleil. Aucune publication. 20 abonnements. Je ne me souvenais pas d'avoir accepté cette personne. Quand s'était-il abonné? J'ai cliqué dessus. Le compte était créé en mars, il y a 1 mois. La panique montait. J'ai supprimé cet abonné immédiatement. J'ai mis mon compte en mode ultra privé et j'ai désactivé toute géolocalisation. Mais le mal était fait. Il savait où j'allais. J'ai trouvé un endroit pour camper loin du sentier, caché derrière un chaos de rochers. J'ai monté ma tente en tremblant. Le soleil se couchait déjà. Je n'ai pas allumé de feu. Je n'ai presque rien mangé. La nuit a été un enfer. Chaque bruit me faisait sursauter. Le vent dans les feuilles, un caillou qui roulait, le cri d'un oiseau nocturne. J'avais mon couteau suisse ouvert à côté de moi. Ridicule comme arme, mais c'était tout ce que j'avais. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un marcher. Proche. Très proche. Des pas lents qui inspectaient les alentours. J'ai retenu ma respiration. Ma main serrait le manche du couteau jusqu'à me faire mal. Les pas ont tourné autour de ma cachette. Puis, ils se sont éloignés. À l'aube, j'ai pris ma décision. Je ne finissais pas le circuit. Je rentrais. Immédiatement. J'ai plié bagage en vitesse et j'ai pris le sentier en sens inverse, vers le parking où j'avais laissé ma voiture. C'était à environ 4 heures de marche rapide. J'ai couru presque. Les bretelles du sac me sciaient les épaules. Mes cuisses brûlaient. Mais je ne ralentissais pas. Vers 10 heures, je suis arrivé au parking. Ma 208 était là, couverte de poussière. Je ne l'avais jamais vue avec autant de soulagement.
J'ai jeté mon sac dans le coffre et je me suis effondré au volant, les mains tremblantes. J'ai verrouillé les portes et j'ai démarré. C'est à ce moment que je l'ai vu dans le rétroviseur. Lui, l'homme. Il sortait du sentier. Il marchait vers le parking, vers moi. J'ai écrasé l'accélérateur. La voiture a bondi en avant. J'ai pris la départementale à toute vitesse, dépassant largement les limitations. Je regardais sans arrêt dans le rétroviseur. Personne ne me suivait. Arrivé à Moustier-Sainte-Marie, je me suis arrêté à la gendarmerie. J'ai tout raconté. L'homme au café, les coïncidences, les bruits la nuit, le compte Instagram. Le jeune gendarme a pris des notes poliment, mais je voyais dans ses yeux qu'il était sceptique. « Vous l'avez vu faire quelque chose d'illégal, mademoiselle? Il vous a menacé, touché? » « Non. » « Il vous a parlé? » « Non. » « Donc, un homme fait de la randonnée sur le même sentier que vous, et vous pensez qu'il vous suit? » Formulé comme ça paraissait ridicule. Mais j'ai insisté. Le compte Instagram, l'attente au même endroit, les bruits la nuit. Ils ont dit qu'ils allaient vérifier. M'ont donné leur numéro. M'ont conseillé de documenter tout ce qui me semblait suspect. Je suis rentré à Marseille, le soir même. J'ai raconté à ma coloc ce qui s'était passé. Elle a été plus compréhensive que les gendarmes, mais elle aussi semblait penser que j'avais peut-être exagéré. Pendant 2 semaines, il ne s'est rien passé. J'ai repris le travail au collège. J'ai retrouvé ma routine. J'ai presque oublié. Et puis, il y a 5 jours, j'ai reçu une lettre, postée de Marseille. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une simple photo imprimée. Moi, dans ma tente. La nuit. La frontale allumée. Prise de l'extérieur. Au dos, une phrase écrite à la main. La prochaine fois, choisis mieux ton emplacement. J'ai appelé immédiatement la gendarmerie. Ils ont pris la lettre, lancé une enquête. Relevé d'empreintes, analyse de l'écriture, vérification des caméras de surveillance autour de ma résidence. Rien pour l'instant. Je ne sors plus seul. Ma mère est venue. Mes amis me raccompagnent. Le collège a été prévenu. Mais l'homme, lui, il ne le trouve pas. Le compte Instagram a été supprimé. Aucune trace numérique exploitable. Et moi, je reste là, à me demander qui il est, ce qu'il veut. Pourquoi moi? À me demander s'il est dehors, en ce moment même, en train d'attendre. Les gendarmes disent que je dois vivre normalement, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais comment vivre normalement quand on sait que quelqu'un nous a observés dans notre sommeil, qu'il connaît notre visage, notre adresse, nos habitudes? Le vrai cauchemar n'était pas dans ces gorges magnifiques. C'est ici, maintenant, dans l'incertitude, dans l'attente de ce qui va arriver, parce que je sais qu'il reviendra. Je le sens. La question n'est pas si, mais quand. Et cette fois, je ne serai pas seul dans une tente au fond d'un canyon. Je serai chez moi, à Marseille, entouré de millions de gens. Ce qui est peut-être pire, parce que dans la foule, il est invisible. Histoire 4. Je m'appelle Thomas Mercier. J'ai 32 ans. Et je raconte cette histoire parce que je dois la sortir de ma tête. Ça fait 6 mois maintenant, et je n'arrive toujours pas à dormir correctement. Mon psychiatre me dit que mettre les événements par écrit pourrait m'aider. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais essayer. Peut-être que quelqu'un lira ça un jour et comprendra pourquoi je ne remets plus jamais les pieds dans les Alpes. Tout a commencé en février dernier. J'étais photographe freelance, spécialisé dans les paysages naturels, et je travaillais sur un projet pour un magazine de randonnée. Le thème, les refuges isolés des Hautes-Alpes en hiver. Mon rédacteur en chef voulait quelque chose d'authentique, de brut. Pas les stations de ski bondées, mais les vrais endroits perdus où personne ne va en cette saison. C'est comme ça que j'ai découvert la cabane du Lac Noir, dans le massif du Dévoluy. Un vieux refuge forestier, abandonné par l'ONF,
dans les années 80, situé à presque 2 heures de marche du dernier parking accessible. Sur les forums de randonnée, certains en parlaient comme d'un lieu magique, d'autres déconseillaient d'y aller en hiver. J'aurais dû écouter ces derniers. Je suis parti un jeudi matin de Gap. J'avais fait mes courses la veille au carrefour de la zone commerciale. Pâtes, conserves, café, chocolat, tout ce qu'il fallait pour tenir 3 ou 4 jours. Mon sac à dos pesait dans les 25 kilos avec le matériel photo. J'avais prévenu ma sœur Julie par SMS que je partais en montagne et que je n'aurais pas de réseau. Rien d'inhabituel pour moi. La route départementale qui montait vers le col était à moitié déneigée. Des plaques de glace noire brillaient sur l'asphalte, là où le soleil ne tapait jamais. J'ai croisé un camion des services techniques qui descendait, puis plus personne. Le parking au bout de la piste forestière était vide, recouvert d'une 50aine de centimètres de neige. Parfait. Exactement le genre de solitude que je cherchais. Il était 11 heures quand j'ai commencé la montée. Le ciel était d'un bleu dur, presque métallique. L'air sentait le sapin et cette odeur particulière de froid sec qui pique les narines. Mes raquettes crissaient sur la neige fraîche. Le sentier était bien marqué en été, mais sous cette couche blanche, il fallait suivre les balises oranges clouées sur les arbres. Les premières heures ont été tranquilles. Je m'arrêtais régulièrement pour prendre des photos. Les rayons de soleil filtrant entre les mélèzes, les traces d'animaux dans la neige, la vallée en contrebas qui disparaissait dans la brume. Mon GPS indiquait que j'avançais bien. À ce rythme, j'atteindrais la cabane vers 15 heures. C'est aux alentours de 13 heures que j'ai remarqué les premières traces. Des pas. Récents, peut-être de la veille ou du matin même. Des empreintes de chaussures de randonnée pointurent largement au-dessus de la moyenne. Du 46 ou 47, j'estimais. Elles suivaient le même sentier que moi, montant vers le lac. Je ne m'en suis pas inquiété sur le moment. D'autres randonneurs venaient parfois, même en hiver. Peut-être que je ne serais pas seul à la cabane. Ce n'était pas grave. J'avais mon matériel. Je trouverais bien un coin tranquille. Mais quelque chose me dérangeait sans que je puisse mettre le doigt dessus. Les traces étaient espacées bizarrement. Des grandes enjambées, comme si la personne pressait le pas. Ou courait. Et puis, pas de traces de bâton de marche. Qui monte en altitude en hiver sans bâton? J'ai continué. La forêt s'est progressivement éclaircie. Les arbres devenaient plus rares, plus tordus par le vent. La pente s'est durcie. Mes cuisses brûlaient sous l'effort. La température chutait à mesure que je montais. Mon souffle formait des nuages blancs devant moi. Vers 14h30, j'ai atteint une petite crête. En contrebas, dans une cuvette naturelle entourée de falaises rocheuses, brillait le lac Noir. Gelé, évidemment. Sa surface était un miroir blanc parfait. Et au bord nord, presque collée contre la paroi rocheuse, se trouvait la cabane. Elle était plus petite que je ne l'imaginais. Une construction en pierre et bois, toit en tôle rouillée, une seule fenêtre à l'avant et une porte massive. De la fumée s'échappait de la cheminée. Mon cœur a fait un bond. Quelqu'un était là. J'ai descendu le dernier versant lentement, cherchant du regard le propriétaire de cette fumée. Mais personne dehors. Pas de sac posé contre le mur, pas de raquettes plantées dans la neige. Juste cette fumée grise qui montait droit dans l'air immobile. Arrivé devant la porte, j'ai hésité. Devais-je frapper? Crier? J'ai finalement opté pour un « Bonjour, il y a quelqu'un ?» sonore. Pas de réponse. J'ai attendu une bonne minute, puis j'ai poussé la porte. Elle n'était pas fermée à clé. L'intérieur était sombre, chauffé par un feu qui crépitait dans la cheminée en pierre. Une table, 2 bancs, des étagères avec de vieilles conserves rouillées, un lit de camp dans le coin. Et personne. Allô?
Le silence, juste le bruit du feu. J'ai posé mon sac près de la porte, enlevé mes raquettes. Qui avait allumé ce feu? Les traces que j'avais suivies menaient forcément ici. La personne était-elle ressortie pendant que je descendais? Mais je n'avais vu personne sur le sentier. J'ai fait le tour de la cabane. Elle ne faisait pas plus de 20 mètres carrés. Aucune cachette possible. À l'arrière, une petite pièce servait de réserve à bois. Vide aussi. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau, comme prévu. Un début de malaise me tordait l'estomac. Ce n'était pas normal. Pourquoi allumer un feu et partir immédiatement? Et où était cette personne allée? J'ai enfilé ma doudoune et je suis ressorti. Le soleil commençait déjà à descendre derrière les crêtes. Dans 1 heure, il ferait nuit. J'ai fait le tour du lac gelé, cherchant des traces. Il y en avait, partout, qui tournaient autour de la cabane, qui s'approchèrent de la glace, qui revenaient. Toujours les mêmes grandes empreintes, mais aucune qui repartait vers le sentier. C'était impossible. La personne ne pouvait pas avoir disparu. J'ai scruté les falaises autour du lac, trop abruptes pour être escaladées sans matériel, et pas de traces menant dans cette direction de toute façon. Le seul chemin pour venir ici et repartir, c'était le sentier que j'avais emprunté. La nuit tombait vite. Le ciel virait au violet profond. Je suis rentré dans la cabane. J'ai fermé la porte et pour mon propre confort psychologique, j'ai bloqué la poignée avec un bout de bois coincé sous la table. J'ai mangé mes provisions sans vraiment avoir faim. Le feu était encore puissant, alimenté par des bûches qui semblaient fraîchement coupées. Des haches et des scies rouillées traînaient dans la réserve. Quelqu'un avait préparé cet endroit récemment. Mais qui? Et surtout, où était cette personne maintenant? J'ai essayé de me raisonner. Peut-être un garde forestier, un berger, quelqu'un qui connaissait un autre chemin pour descendre. Ou alors, je m'étais trompé sur l'âge des traces. Elle datait peut-être de plusieurs jours, et le feu avait été allumé par un système quelconque, un bout de bois qui aurait fini par tomber sur les braises. Non. Ridicule. Les traces étaient fraîches, et personne ne laisse un feu sans surveillance dans une cabane en bois au milieu de la montagne. J'ai installé mon sac de couchage sur le lit de camp et j'ai vérifié 3 fois que la porte était bien bloquée. Dehors, le vent s'était levé. Il sifflait contre les murs, faisait trembler les volets de la fenêtre. Des craquements résonnaient dans la charpente. Je me suis allongé tout habillé, mon couteau suisse dans la poche. Le sommeil ne venait pas. Je fixais le plafond en écoutant les bruits de la nuit. Le vent, le feu qui mourait lentement, et autre chose. Des pas, dehors, lents, réguliers, qui faisaient le tour de la cabane. Je me suis redressé d'un coup, le cœur explosant dans ma poitrine. Les pas continuaient, crissement de la neige sous des semelles. Quelqu'un marchait autour du bâtiment. « Qui est là ?» ai-je crié. Les pas se sont arrêtés, silence total. Puis ils ont repris. Toujours ce même rythme lent, méthodique. Est-ouest, vers la réserve, puis le retour vers l'avant, comme une ronde. J'ai attrapé ma lampe frontale, je me suis approché de la fenêtre. Le volet en bois était fermé de l'extérieur, coincé par le gel probablement. Impossible de voir dehors sans sortir. Je vais appeler la gendarmerie, ai-je hurlé, conscient du ridicule de ma menace, sans réseau téléphonique. Les pas se sont arrêtés net. Plus un bruit. Juste le vent. J'ai attendu, la main sur la poignée de porte, prêt à... Quoi? Sortir? Affronter qui se trouvait dehors? Dans le noir complet? Au milieu de nulle part? Les minutes s'étiraient. Mon souffle résonnait trop fort dans la petite pièce. La sueur coulait dans mon dos malgré le froid. Puis un coup, fort, contre la porte. J'ai sursauté violemment. Un autre coup, puis un troisième. Quelqu'un frappait avec le poing, ou avec quelque chose de dur. « Ouvrez cette putain de porte !»
ai-je crié, ma voix se brisant. Silence. Et puis, la voix. Une voix d'homme. Grave. Calme. Presque trop calme. Je sais que tu es là, Thomas. Mon sang s'est glacé. Il connaissait mon nom. Comment pouvait-il connaître mon nom? Ouvre la porte, Thomas. On doit parler. Qui êtes-vous? Ma voix tremblait. Quelqu'un qui attend ça depuis longtemps. J'appelle les secours, le 112. Ils vont. Un rire. Froid et sans joie. Il n'y a pas de réseau ici. Tu le sais déjà. Et personne ne viendra avant le printemps. Tu l'as dit à ta sœur. Tu es parti pour 3 ou 4 jours. Mon estomac s'est retourné. Il savait. Il savait tout. Depuis quand me suivait-il? Qu'est-ce que vous me voulez? Justice, Thomas. Juste justice. Je ne vous connais pas. Je n'ai rien fait. Un long silence. Puis sa voix à nouveau, plus proche de la porte cette fois. Novembre 2019. Autoroute A51. Entre Gap et Grenoble. Tu te souviens? Mon cerveau s'est mis à tourner à toute vitesse. Novembre 2019. Il y a 5 ans. Oui, je rentrais d'un reportage. Une nuit de pluie. Je conduisais ma Clio. Et puis, oh mon Dieu, l'accident. J'avais heurté quelque chose sur l'autoroute. Un animal, j'avais pensé. Un chevreuil peut-être. La pluie tombait fort. Je roulais vite pour rentrer chez moi. Un choc sourd. J'avais pilé, regardé dans le rétro. Mais il faisait noir. La visibilité était nulle. Je n'avais rien vu. J'avais continué. Le lendemain, aux informations, on avait parlé d'un cycliste retrouvé mort sur la bande d'arrêt d'urgence. Un homme de 53 ans. Délit de fuite, jamais élucidé. Ce n'était pas... J'ai commencé, ma voix à peine audible. Mon frère, Michel Arnaud, père de 2 enfants. Il rentrait d'un entraînement de vélo. Tu l'as tué et tu t'es enfui. C'était un accident. Je n'ai pas vu. La pluie. Tu as continué. Tu ne t'es jamais arrêté. Tu n'as jamais appelé les secours. Il a agonisé seul sur le bord de la route pendant 2 heures avant qu'on le trouve. Les larmes me brûlaient les yeux. Je m'étais convaincu pendant des années que ce n'était pas moi, que c'était autre chose, que je n'avais touché qu'un animal. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ouvre la porte, Thomas. Non, non, On peut en parler. Je vais me rendre à la gendarmerie, Il est trop tard pour la justice humaine. 5 ans, Thomas. 5 années. J'ai cherché. J'ai enquêté. Un bout de phare retrouvé sur la Seine. Une Clio gris métallisée, modèle 2015-2019. J'ai consulté les registres. J'ai parcouru la région. Fait développer mes propres photos des parkings, des carrefours. Et puis un jour, je t'ai vu. À Gap. Avec ton appareil photo. Ta voiture avec ce phare réparé. Il avait raison. J'avais fait changer le phare le surlendemain, dans un garage au champ près de Sisteron, en cash. Et tu sais ce qui est drôle? Continua la voix. Tu es photographe, comme moi. Mon frère aussi aimait la photo. C'est comme ça qu'on se parlait, par image. Un sanglot m'a échappé. Depuis 6 mois, je te suis. J'ai étudié tes habitudes, tes réseaux sociaux, ton projet pour ce magazine. J'ai posté sur les forums sous différents pseudonymes. J'ai vanté les mérites de cette cabane, le lac noir, l'endroit parfait, isolé, sans témoin. Vous m'avez piégé. J'ai juste proposé. Tu as choisi. Comme mon frère a choisi de faire du vélo ce soir-là. Comme tu as choisi de ne pas t'arrêter. Le feu était presque éteint maintenant. La température chutait rapidement dans la cabane. Les traces que tu as suivies, les miennes. Je suis monté hier. J'ai préparé le feu pour toi. J'ai tout préparé. Qu'est-ce que vous allez faire? Un long silence. Le même choix que tu as donné à mon frère. Le froid, l'isolement, l'attente. Quoi? Je repars, Thomas. Je descends.
Je prends le sentier. Demain matin, je serai à Gap. Toi, tu restes ici, avec ta culpabilité. Non, attendez. Il y a du bois pour 3 jours, peut-être 4 si tu rationnes bien. De l'eau, tu peux faire fondre la neige, la nourriture dans ton sac. Tu pourras tenir, ou pas. C'est ton choix, comme c'était le mien de te laisser vivre ces 5 dernières années. Je vais sortir, je vais. Le sentier sera effacé au matin. Une tempête arrive. La météo l'annonce depuis jeudi. 50 cm de neige supplémentaire minimum. Tu ne connais pas le terrain. Tu te perdras, tu mourras dans la neige. Ou tu restes ici. Tu attends, tu espères qu'on te retrouve. S'il vous plaît. Mon frère aussi a dû supplier. Les enquêteurs disent qu'il a essayé de ramper vers la glissière. Il voulait vivre. Toi aussi, n'est-ce pas? Les pas se sont éloignés. Je les ai entendus traverser la neige, monter vers la crête. J'ai arraché le bout de bois qui bloquait la porte et je me suis précipité dehors. La nuit était totale. Ma lampe frontale balayait le paysage blanc. J'ai couru vers le sentier, trébuchant dans la neige profonde. « Revenez, attendez !» Ma voix se perdait dans le vent qui se levait. Au loin, j'ai cru voir une lueur, une lampe qui montait vers le col. Puis plus rien. Je suis resté là, à grelotter, pendant je ne sais combien de temps. Puis la neige a commencé à tomber. Pas des flocons légers et doux. Des rafales épaisses qui tourbillonnaient, poussées par un vent violent. Je suis rentré dans la cabane. Ça fait maintenant 2 jours. La tempête fait rage dehors. J'ai encore du bois pour peut-être 24 heures. Mes provisions diminuent. Mon téléphone est mort. La batterie de ma lampe frontale faiblit. Personne ne sait exactement où je suis. J'ai dit à Julie, les Hautes-Alpes. Mais c'est vaste. Le parking est loin, invisible d'ici. Et même s'il me cherche, dans cette neige, avec ces conditions, j'ai le choix. Rester et espérer. Ou tenter de descendre et probablement mourir gelé en me perdant. Le même choix que Michel Arnaud a eu. Attendre les secours qui ne viennent pas ou ramper vers une hypothétique salvation. Je comprends maintenant. Ce n'est pas une question de me tuer. C'est une question de me faire vivre ce qu'il a vécu. L'attente. L'espoir qui s'éteint. La conscience de sa propre mort qui approche. La justice, il a dit. Si quelqu'un lit ça un jour, sachez que je suis désolé. Vraiment désolé. Pour Michel Arnaud. Pour sa famille. Pour ma lâcheté. Et si vous allez randonner dans les Alpes, faites attention. Pas aux fantômes ou aux légendes, mais aux autres humains, à leurs blessures, à leur quête de justice quand la loi a échoué. Parce que le vrai monstre dans cette histoire, ce n'était pas celui qui a frappé à ma porte. C'était moi, il y a 5 ans, sur cette autoroute pluvieuse, quand j'ai choisi de continuer ma route. Histoire 5. Je m'appelle Thomas Mercier, j'ai 32 ans, et je raconte cette histoire parce que je dois la sortir de ma tête. Ça fait 6 mois maintenant, et je n'arrive toujours pas à dormir correctement. Mon psychiatre me dit que mettre les événements par écrit pourrait m'aider. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais essayer. Peut-être que quelqu'un lira ça un jour et comprendra pourquoi je ne remets plus jamais les pieds dans les Alpes. Tout a commencé en février dernier. J'étais photographe freelance, spécialisé dans les paysages naturels, et je travaillais sur un projet pour un magazine de randonnée. Le thème, les refuges isolés des Hautes-Alpes en hiver. Mon rédacteur en chef voulait quelque chose d'authentique, de brut. Pas les stations de ski bondées, mais les vrais endroits perdus où personne ne va en cette saison. C'est comme ça que j'ai découvert la cabane du Lac Noir, dans le massif du Dévoluy, un vieux refuge forestier abandonné par l'ONF dans les années 80, situé à presque 2 heures de marche du dernier parking accessible. Sur les forums de randonnée, certains en parlaient comme d'un lieu magique, d'autres déconseillaient d'y aller en hiver. J'aurais dû écouter ces derniers. Je suis parti un jeudi matin de Gap.
J'avais fait mes courses la veille au carrefour de la zone commerciale. Pâtes, conserves, café, chocolat, tout ce qu'il fallait pour tenir 3 ou 4 jours. Mon sac à dos pesait dans les 25 kilos avec le matériel photo. J'avais prévenu ma sœur Julie par SMS que je partais en montagne et que je n'aurais pas de réseau. Rien d'inhabituel pour moi. La route départementale qui montait vers le col était à moitié déneigée. Des plaques de glace noire brillaient sur l'asphalte là où le soleil ne tapait jamais. J'ai croisé un camion des services techniques qui descendait, puis plus personne. Le parking au bout de la piste forestière était vide, recouvert d'une 50aine de centimètres de neige. Parfait. Exactement le genre de solitude que je cherchais. Il était 11 heures quand j'ai commencé la montée. Le ciel était d'un bleu dur, presque métallique. L'air sentait le sapin et cette odeur particulière de froid sec qui pique les narines. Mes raquettes crissaient sur la neige fraîche. Le sentier était bien marqué en été, mais sous cette couche blanche, il fallait suivre les balises oranges clouées sur les arbres. Les premières heures ont été tranquilles. Je m'arrêtais régulièrement pour prendre des photos. Les rayons de soleil filtrant entre les mélèzes, les traces d'animaux dans la neige, la vallée en contrebas qui disparaissait dans la brume. Mon GPS indiquait que j'avançais bien. À ce rythme, j'atteindrais la cabane vers 15 heures. C'est aux alentours de 13 heures que j'ai remarqué les premières traces. Des pas, récents, peut-être de la veille ou du matin même. Des empreintes de chaussures de randonnée, pointures largement au-dessus de la moyenne. Du 46 ou 47, j'estimais. Elles suivaient le même sentier que moi, montant vers le lac. Je ne m'en suis pas inquiété sur le moment. D'autres randonneurs venaient en parfois, même en hiver. Peut-être que je ne serais pas seul à la cabane. Ce n'était pas grave. J'avais mon matériel, je trouverais bien un coin tranquille. Mais quelque chose me dérangeait sans que je puisse mettre le doigt dessus. Les traces étaient espacées bizarrement, des grandes enjambées, comme si la personne pressait le pas, ou courait. Et puis, pas de traces de bâton de marche. Qui monte en altitude en hiver, sans bâton? J'ai continué. La forêt s'est progressivement éclaircie. Les arbres devenaient plus rares, plus tordus par le vent. La pente s'est durcie. Mes cuisses brûlaient sous l'effort. La température chutait à mesure que je montais. Mon souffle formait des nuages blancs devant moi. Vers 14h30, j'ai atteint une petite crête. En contrebas, dans une cuvette naturelle entourée de falaises rocheuses, brillait le lac noir. Gelé, évidemment. Sa surface était un miroir blanc parfait, et au bord nord, presque collée contre la paroi rocheuse, se trouvait la cabane. Elle était plus petite que je ne l'imaginais. Une construction en pierre et bois, toit en tôle rouillée, une seule fenêtre à l'avant et une porte massive. De la fumée s'échappait de la cheminée. Mon cœur a fait un bond. Quelqu'un était là. J'ai descendu le dernier versant lentement, cherchant du regard le propriétaire de cette fumée. Mais personne dehors. Pas de sac posé contre le mur, pas de raquettes plantées dans la neige. Juste cette fumée grise qui montait droit dans l'air immobile. Arrivé devant la porte, j'ai hésité. Devais-je frapper, crier? J'ai finalement opté pour un « Bonjour, il y a quelqu'un ?» sonore. Pas de réponse. J'ai attendu une bonne minute, puis j'ai poussé la porte. Elle n'était pas fermée à clé. L'intérieur était sombre, chauffé par un feu qui crépitait dans la cheminée en pierre. Une table, 2 bancs, des étagères avec de vieilles conserves rouillées, un lit de camp dans le coin. Et personne. Allô? Le silence, juste le bruit du feu. J'ai posé mon sac près de la porte, enlevé mes raquettes. Qui avait allumé ce feu? Les traces que j'avais suivies menaient forcément ici. La personne était-elle ressortie pendant que je descendais?
Mais je n'avais vu personne sur le sentier. J'ai fait le tour de la cabane. Elle ne faisait pas plus de 20 mètres carrés. Aucune cachette possible. À l'arrière, une petite pièce servait de réserve à bois. Vide aussi. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau comme prévu. Un début de malaise me tordait l'estomac. Ce n'était pas normal. Pourquoi allumer un feu et partir immédiatement? Et où était cette personne allée? J'ai enfilé ma doudoune et je suis ressorti. Le soleil commençait déjà à descendre derrière les crêtes. Dans 1 heure, il ferait nuit. J'ai fait le tour du lac gelé, cherchant des traces. Il y en avait, partout, qui tournaient autour de la cabane, qui s'approchaient de la glace, qui revenaient. Toujours les mêmes grandes empreintes, mais aucune qui repartait vers le sentier. C'était impossible. La personne ne pouvait pas avoir disparu. J'ai scruté les falaises autour du lac, trop abruptes pour être escaladées sans matériel, et pas de traces menant dans cette direction de toute façon. Le seul chemin pour venir ici et repartir, c'était le sentier que j'avais emprunté. La nuit tombait vite. Le ciel virait au violet profond. Je suis rentré dans la cabane, j'ai fermé la porte et pour mon propre confort psychologique, j'ai bloqué la poignée avec un bout de bois coincé sous la table. J'ai mangé mes provisions sans vraiment avoir faim. Le feu était encore puissant, alimenté par des bûches qui semblaient fraîchement coupées. Des haches et des scies rouillées traînaient dans la réserve. Quelqu'un avait préparé cet endroit récemment. Mais qui? Et surtout, où était cette personne maintenant? J'ai essayé de me raisonner. Peut-être un garde forestier, un berger, quelqu'un qui connaissait un autre chemin pour descendre. Ou alors, je m'étais trompé sur l'âge des traces. Elles dataient peut-être de plusieurs jours, et le feu avait été allumé par un système quelconque, un bout de bois qui aurait fini par tomber sur les braises. Non. Ridicule. Les traces étaient fraîches, et personne ne laisse un feu sans surveillance dans une cabane en bois au milieu de la montagne. J'ai installé mon sac de couchage sur le lit de camp, et j'ai vérifié 3 fois que la porte était bien bloquée. Dehors, le vent s'était levé. Il sifflait contre les murs, faisait trembler les volets de la fenêtre. Des craquements résonnaient dans la charpente. Je me suis allongé tout habillé, mon couteau suisse dans la poche. Le sommeil ne venait pas. Je fixais le plafond en écoutant les bruits de la nuit. Le vent, le feu qui mourait lentement. Et autre chose. Des pas. Dehors. Lents. Réguliers. Qui faisait le tour de la cabane? Je me suis redressé d'un coup, le cœur explosant dans ma poitrine. Les pas continuaient. Crissement de la neige sous des semelles. Quelqu'un marchait autour du bâtiment. « Qui est là ?» ai-je crié. Les pas se sont arrêtés. Silence total. Puis ils ont repris. Toujours ce même rythme lent, méthodique. Est-ouest, vers la réserve, puis le retour vers l'avant. Comme une ronde. J'ai attrapé ma lampe frontale. Je me suis approché de la fenêtre. Le volet en bois était fermé de l'extérieur, coincé par le gel probablement. Impossible de voir dehors sans sortir. Je vais appeler la gendarmerie, ai-je hurlé, conscient du ridicule de ma menace sans réseau téléphonique. Les pas se sont arrêtés net. Plus un bruit. Juste le vent. J'ai attendu, la main sur la poignée de porte, prêt à... Quoi? Sortir? Affronter qui se trouvait dehors? Dans le noir complet, au milieu de nulle part? Les minutes s'étiraient. Mon souffle résonnait trop fort dans la petite pièce. La sueur coulait dans mon dos malgré le froid. Puis, un coup. Fort. Contre la porte. J'ai sursauté violemment. Un autre coup. Puis, un troisième. Quelqu'un frappait avec le poing, ou avec quelque chose de dur. « Ouvrez cette putain de porte !» ai-je crié, ma voix se brisant. Silence. Et puis, la voix. Une voix d'homme. Grave. Calme. Presque trop calme. « Je sais que tu es là, Thomas.
Mon sang s'est glacé. Il connaissait mon nom. Comment pouvait-il connaître mon nom? Ouvre la porte, Thomas. On doit parler. Qui êtes-vous? Ma voix tremblait. Quelqu'un qui attend ça depuis longtemps. J'appelle les secours. Le 112. Ils vont. Un rire, froid et sans joie. Il n'y a pas de réseau ici, tu le sais déjà. Et personne ne viendra avant le printemps. Tu l'as dit à ta sœur. Tu es parti pour 3 ou 4 jours. Mon estomac s'est retourné. Il savait tout. Depuis quand me suivait-il? Qu'est-ce que vous me voulez? Justice, Thomas, juste justice. Je ne vous connais pas, je n'ai rien fait. Un long silence, puis sa voix à nouveau, plus proche de la porte cette fois. Novembre 2019, autoroute A51, entre Gap et Grenoble. Tu te souviens? Mon cerveau s'est mis à tourner à toute vitesse. Novembre 2019, il y a 5 ans, j'étais... Oui, je rentrais d'un reportage. Une nuit de pluie, je conduisais ma Clio. Et puis... Oh mon Dieu, l'accident. J'avais heurté quelque chose sur l'autoroute. Un animal, j'avais pensé. Un chevreuil peut-être. La pluie tombait fort. Je roulais vite pour rentrer chez moi. Un choc sourd. J'avais pilé. Regardé dans le rétro. Mais il faisait noir. La visibilité était nulle. Je n'avais rien vu. J'avais continué. Le lendemain, aux informations, on avait parlé d'un cycliste retrouvé mort sur la bande d'arrêt d'urgence. Un homme de 53 ans. Délit de fuite. Jamais élucidé. Ce n'était pas... J'ai commencé, ma voix à peine audible. Mon frère, Michel Arnaud, père de 2 enfants, il rentrait d'un entraînement de vélo. Tu l'as tué et tu t'es enfui. C'était un accident. Je n'ai pas vu. La pluie. Tu as continué. Tu ne t'es jamais arrêté. Tu n'as jamais appelé les secours. Il a agonisé seul, sur le bord de la route, pendant 2 heures avant qu'on le trouve. Les larmes me brûlaient les yeux. Je m'étais convaincu pendant des années que ce n'était pas moi, que c'était autre chose, que je n'avais touché qu'un animal. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ouvre la porte, Thomas. Non, On peut en parler. Je vais me rendre à la gendarmerie, Il est trop tard pour la justice humaine. 5 ans, Thomas. 5 années. J'ai cherché. J'ai enquêté. Un bout de phare retrouvé sur la Seine. Une Clio gris métallisé. Modèle 2015-2019. J'ai consulté les registres. J'ai parcouru la région. Fait développer mes propres photos des parkings, des carrefours. Et puis un jour, je t'ai vu. À Gap. Avec ton appareil photo. Ta voiture, avec ce phare réparé. Il avait raison. J'avais fait changer le phare le surlendemain, dans un garage Auchan près de Sisteron, en cash. Et tu sais ce qui est drôle? Continua la voix. Tu es photographe, comme moi. Mon frère aussi aimait la photo. C'est comme ça qu'on se parlait, par image. Un sanglot m'a échappé. Depuis 6 mois, je te suis. J'ai étudié tes habitudes, tes réseaux sociaux, ton projet pour ce magazine. J'ai posté sur les forums sous différents pseudonymes. J'ai vanté les mérites de cette cabane. Le lac noir, l'endroit parfait, isolé, sans témoin. Vous m'avez piégé. J'ai juste proposé. Tu as choisi. Comme mon frère a choisi de faire du vélo ce soir-là. Comme tu as choisi de ne pas t'arrêter. Le feu était presque éteint maintenant. La température chutait rapidement dans la cabane. Les traces que tu as suivies, les miennes. Je suis monté hier. J'ai préparé le feu pour toi. J'ai tout préparé. Qu'est-ce que vous allez faire? Un long silence. Le même choix que tu as donné à mon frère. Le froid. L'isolement. L'attente. Quoi? Je repars, Thomas. Je descends. Je prends le sentier. Demain matin, je serai à Gap. Toi, tu restes ici, avec ta culpabilité. Non, attendez.
Il y a du bois pour 3 jours, peut-être 4 si tu rationnes bien. De l'eau, tu peux faire fondre la neige, la nourriture dans ton sac. Tu pourras tenir, ou pas. C'est ton choix, comme c'était le mien de te laisser vivre ces 5 dernières années. Je vais sortir, je vais. Le sentier sera effacé au matin. Une tempête arrive. La météo l'annonce depuis jeudi. 50 cm de neige supplémentaire minimum. Tu ne connais pas le terrain. Tu te perdras. Tu mourras dans la neige. Ou tu restes ici. Tu attends. Tu espères qu'on te retrouve. S'il vous plaît. Mon frère aussi a dû supplier. Les enquêteurs disent qu'il a essayé de ramper vers la glissière. Il voulait vivre. Toi aussi, n'est-ce pas? Les pas se sont éloignés. Je les ai entendus traverser la neige, monter vers la crête. J'ai arraché le bout de bois qui bloquait la porte et je me suis précipité dehors. La nuit était totale. Ma lampe frontale balayait le paysage blanc. J'ai couru vers le sentier, trébuchant dans la neige profonde. « Revenez, attendez !» Ma voix se perdait dans le vent qui se levait. Au loin, j'ai cru voir une lueur, une lampe qui montait vers le col. Puis, plus rien. Je suis resté là, à grelotter, pendant je ne sais combien de temps. Puis la neige a commencé à tomber. Pas des flocons légers et doux, des rafales épaisses qui tourbillonnaient, poussées par un vent violent. Je suis rentré dans la cabane. Ça fait maintenant 2 jours. La tempête fait rage dehors. J'ai encore du bois pour peut-être 24 heures. Mes provisions diminuent. Mon téléphone est mort. La batterie de ma lampe frontale faiblit. Personne ne sait exactement où je suis. J'ai dit à Julie, les Hautes-Alpes, mais c'est vaste. Le parking est loin, invisible d'ici. Et même s'il me cherche, dans cette neige, avec ces conditions, j'ai le choix. Rester et espérer. Ou tenter de descendre et probablement mourir, gelé, en me perdant. Le même choix que Michel Arnaud a eu. Attendre les secours qui ne viennent pas, ou ramper vers une hypothétique salvation. Je comprends maintenant. Ce n'est pas une question de me tuer. C'est une question de me faire vivre ce qu'il a vécu. L'attente, l'espoir qui s'éteint, la conscience de sa propre mort qui approche. La justice, il a dit. Si quelqu'un lit ça un jour, sachez que je suis désolé, vraiment désolé, pour Michel Arnaud, pour sa famille, pour ma lâcheté. Et si vous allez randonner dans les Alpes, faites attention, pas aux fantômes ou aux légendes, mais aux autres humains, à leurs blessures, à leur quête de justice quand la loi a échoué. Parce que le vrai monstre dans cette histoire, ce n'était pas celui qui a frappé à ma porte, c'était moi, il y a 5 ans, sur cette autoroute pluvieuse, quand j'ai choisi de continuer ma route.